Avant d'accueillir Monsieur Lombardini, je dois vous annoncer que nous avons procédé il y a 2 semaines à la nomination des rapporteurs pour les avis budgétaires dans le cadre de l'examen de la deuxième partie de projet de loi de finances pour 2017. S'agissant de l'avis budgétaire tourisme, c'est Monsieur Jean-Michel Couve qui avait été nommé. Après accord entre les intéressés, je vous propose finalement de nommer Monsieur Philippe Leray, qui avait déjà été rapporteur sur ce sujet l'année dernière. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour ce vote favorable. Monsieur Lombardini, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Juste rappeler que cette réunion s'inscrit dans un cycle d'audition ayant conduit la Commission des affaires économiques à entendre successivement le président de l'ARCEP, Madame la ministre Le Maire sur la couverture numérique du territoire, Monsieur Roussat, PDG de Bouygues Télécom, Monsieur Stéphane Richard, PDG d'Orange, Monsieur Michel Combe, PDG de SFR Numéricable, et aujourd'hui, nous vous recevons en tant que directeur général d'Iliad. Donc, effectivement, nous avons également, vous dire, commis au sein de cette commission, notamment des parlementaires, pas mal de rapports sur ces sujets-là. Nous avons des spécialistes fort pointus sur ces sujets, et nous avons actuellement une mission d'information sur les objets connectés qui devrait rendre ses conclusions à la rentrée. En 2012, Free faisait son apparition en tant que 4e opérateur mobile sur le marché de la téléphonie mobile française, dans un contexte économique très difficile et en période de transition entre l'achèvement des réseaux classiques et l'émergence de nouveaux réseaux. 4 ans après, vous représentez aujourd'hui 17,5% du marché mobile du premier trimestre 2016. Pouvez-vous nous faire un premier bilan de votre action ? Vous savez que pour nous parlementaires, l'accès de tous sur l'ensemble du territoire à la téléphonie mobile et à Internet est fondamental. S'agissant du réseau mobile, vous bénéficiez d'un contrat d'itinérance avec Orange concernant la 2G et la 3G. Vous avez transmis à l'ARCEP dernièrement, avant le 15 juin, l'avenant à ce contrat prévoyant l'extinction de l'accord fin 2020. Cela vous impose d'accélérer le déploiement de votre réseau sur tous les territoires pour assurer une connexion à l'ensemble de vos abonnés. Pouvez-vous nous indiquer de quelle manière vous allez procéder au développement de vos équipements pour respecter le délai fixé et quel est le calendrier ? Vous avez aujourd'hui la faculté de desservir 68,3% en 4G, mais essentiellement dans les zones les plus denses en population, donc les plus rentables. Free Mobile est le seul à ne pas avoir de fréquence dans les 800 pour sa 4G, mais votre groupe a reçu 2 blocs de fréquence 700 qui va permettre d'apporter notamment la 4G sur les lignes ferroviaires du TER, on l'a déjà évoqué ici, du Transilien et du RER. Pouvez-vous nous indiquer quelle est votre stratégie de développement de la 4G pour vos abonnés? S'agissant du réseau Internet, nous aimerions vous entendre sur la mise en place des RIP de 2e génération d'ici début 2017. Le ministre de l'économie a annoncé à ce sujet le 28 juin, lors de la 3e conférence du plan très haut débit, la mise en place d'une plateforme commune d'interopérabilité qui garantira que l'exploitation des RIP sera uniforme sur tous les territoires. Pouvez-vous enfin nous donner votre analyse, eu égard aux circonstances et à l'actualité, des conséquences que pourrait avoir le Brexit sur les marchés français et européens des télécommunications? Il y a d'envisager le rachat d'O2 et semble aujourd'hui se trouver vers le marché italien. Le groupe a récemment confirmé la signature d'un accord avec les groupes Hutchinson et Vinpelcom qui sont fusionnés leurs opérateurs télécoms respectifs en Italie. Pouvez-vous nous faire part de votre stratégie au niveau français, au niveau européen et au-delà? En tout cas, merci encore d'être parmi nous. Je vais vous laisser 15-20 minutes, ça ira, le temps de présentation. Ensuite, les parlementaires présents ne manqueront pas à leur tour de vous questionner. Et puis, vous aurez l'occasion de reprendre la parole afin de leur répondre, le cas échéant, de compléter si vous pensez qu'il y a des informations dans vos propos introductifs que vous ne nous auriez pas données. En tout cas, ce sont, vous le savez, des sujets qui, pour nous, sont une compétence première pour la Commission des affaires économiques. On avait eu l'occasion d'en parler, le déploiement, mais au-delà également. Merci encore d'être parmi nous. Je vous laisse la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup pour cette audition. On en est très heureux parce que notre secteur, je crois, est très concernant pour vous-même, mais aussi pour les Français en général. On propose des produits qui sont vraiment entrés dans la vie quotidienne de tous et on sait qu'on suscite beaucoup d'attentes.
Par ailleurs, beaucoup de choses sont dites par les analystes, nos concurrents, parfois vous-même, qui nous paraissent pas toujours vraies. Donc ça me paraît important d'apporter quelques chiffres pour vous donner la réalité de ce que sont notamment les investissements des uns et des autres. Et donc, en un quart d'heure, je vais essayer de vous dire un petit peu nos stratégies, notre vision du déploiement numérique des réseaux en France, et puis les quelques points sur lesquels je pense qu'il faut être attentif pour le futur. Donc Iliad, c'est une entreprise qui est jeune, qui a été créée il y a moins de 20 ans, et qui aujourd'hui compte 18 millions d'abonnés intégralement en France, 6 millions sur le fixe et 12 millions sur le mobile. On fait à peu près 4,5 milliards de chiffre d'affaires. On est une entreprise très innovante. On est dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes, l'une des 2 entreprises françaises avec Hermès. Nous avons inventé il y a maintenant 15 ans le triple play et on essaye de manière très régulière de porter l'innovation sur ce marché. Le groupe emploie plus de 8 000 salariés, dont 6 000 en France, a créé beaucoup d'emplois sur les 5 dernières années. Et nous sommes, et ça c'est un premier élément sur lequel je voudrais insister parce que je crois qu'il est souvent sous-estimé, l'opérateur qui, en proportion de son chiffre d'affaires, investit le plus et de très loin. Nous investissons pratiquement 30% de notre chiffre d'affaires tous les ans. C'est-à-dire qu'en 2015, et les chiffres sont à peu près les mêmes en 2016, sur un chiffre d'affaires de 4,4 milliards, nous aurons fait des investissements de l'ordre de 1,2-1,3 milliard d'euros sans les fréquences. Et quand on y ajoute la quote-part à payer des fréquences 700 MHz, on arrive à 1,7 milliard. Vous ne trouverez pas beaucoup d'entreprises en France, tous secteurs confondus, qui investissent, qui réinvestissent plus de 30% de leur chiffre d'affaires dans les infrastructures comme nous le faisons. Par ailleurs, on ne distribue pratiquement pas de dividendes. Quand je dis pratiquement pas, c'est quelques dizaines de millions d'euros par an, quand nos concurrents, en 2015, nos concurrents ou leurs maisons mères ont distribué pratiquement 6 milliards d'euros de dividendes. Donc, dans un secteur où on entend souvent que l'investissement est essentiel, ce à quoi nous adhérons, je crois que c'est important que vous ayez bien ces chiffres en tête. Nos concurrents investissent un petit peu, mais ils distribuent aussi massivement des dividendes. Donc ceux qui viendraient vous voir pour vous dire qu'il faut une régulation plus amicale, moins de contraintes, etc., pour favoriser l'investissement, soyez conscients du fait qu'aujourd'hui, vu les dividendes qui sont distribués, la marge de manœuvre pour investir plus, la réglementation a changé, elle existe, elle est là. On a, nous, une stratégie qui est très simple. Je peux vous la résumer en 2 points. On essaye de faire des offres qui sont très simples, très innovantes et très accessibles. Donc on a 18 millions d'abonnés avec seulement 4 offres. 2 offres sur le fixe, 2 offres sur le mobile. Ces offres, elles changent très rarement. Le prix reste le même et on essaye de les enrichir de manière constante. Et la deuxième grande ligne de notre stratégie, c'est de construire nos réseaux. Donc vous évoquiez l'itinérance. On a, à marche forcée, déployé notre réseau mobile. On est, de tous les opérateurs, celui qui a déployé le plus vite sa licence 3G, quand on prend le même point de départ. On est également le seul opérateur, je ne sais pas si vous le savez, à avoir respecté la totalité des jalons de sa licence 3G. Tous les autres ont été, à un moment ou à un autre, mis en demeure pour des retards de déploiement. Sur le fixe, on est également celui qui a le plus dégroupé les répartiteurs. Nous avons aujourd'hui à peu près 8500 répartiteurs qui sont dégroupés, ce qui veut dire qu'on porte le haut débit, le triple play très loin dans les territoires. SFR a dégroupé à peu près 7200 répartiteurs. Et chiffre important, puisque c'est un acteur qui souvent critique notre stratégie ou le fait qu'on n'investirait pas assez ou pas assez loin, notamment en évoquant le mobile. Soyez conscients du fait que Bouygues Telecom n'a déployé en propre que moins de 2000 répartiteurs. Ce qui veut dire que la présence sur le fixe de cet acteur, elle est limitée aux grandes villes. L'investissement dans le FTTH, il est pour nous une ligne directrice et une ligne forte de notre stratégie depuis 2007. On a investi sur la zone très dense de manière très importante et on est co-investisseur sur la zone dite AMI, la zone de co-investissement, avec Orange de manière systématique. Concernant les RIP, on a entamé des négociations avec 2 opérateurs de RIP importants. On a une vision extrêmement positive sur le GIE FTTH que vous évoquiez, qui nous paraît un élément essentiel de la réussite.
Et soyez vigilants parce que l'opérateur historique lutte d'arrache-pied contre ce guichet unique de commande qui serait un élément essentiel, parce que pouvoir commander ou commander du service après-vente sur un grand nombre de RIP par un point unique, c'est un élément clé du succès. Donc soyez très attentifs à ce que cette plateforme de commande aille à son terme. C'est vraiment une des conditions essentielles de réussite des RIP. Sur le mobile, vous me demandiez un petit bilan de notre action. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au lancement de Free Mobile il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi après, on peut constater la réalité des faits. Le marché français était un oligopole, tel que la théorie économique le définit, très clairement, cher, avec des offres très complexes et peu adaptées aux attentes. Nous avons lancé 2 offres, 2 € et 20 € dans ce qu'on appelle le SIM-only, c'est-à-dire juste la carte. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour 24 mois d'engagement avec un téléphone qu'on fait mine de vous subventionner, mais qui en fait vous est vendu. Et 4 ans et demi après, 60% des Français ont fait le choix du SIM-only. Donc, avant notre lancement, 0%. 4 ans et demi après, 60%. Ils ne sont malheureusement pas tous chez nous, mais néanmoins, c'est la preuve que la concurrence a apporté la réponse à un besoin qui n'était pas satisfait. L'illimité s'est généralisé. Le fair use, je suis désolé des termes, enfin la quantité de data associée au forfait a explosé, puisqu'on a proposé d'entrée de jeu un forfait avec 50 gigaoctets, là où, au moment de notre arrivée, avoir 1 mégaoctet était considéré comme une richesse incroyable. Et nous avons ajouté, il y a maintenant un peu plus d'1 an, le roaming dans l'ensemble de l'Europe, 35 jours par an et par pays, à prix inchangé. Vous pouvez utiliser votre forfait comme en France en 2 et 3G. Sur 28 pays de l'Union européenne et aux États-Unis. Également un élément qui n'existait pas avant, où le fait d'utiliser la data à l'étranger amenait la certitude d'une explosion de la facture. Sur la couverture mobile et la manière de s'affranchir de l'itinérance, vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, on a fait un investissement très important dans la bande 700 MHz. Nous n'avions pas pu être candidats avec réussite sur la bande 800, puisqu'on n'avait pas encore lancé nos services, qu'on avait déjà dû subir 2 appels d'offres supplémentaires sur le 2600 et le 800. Donc la réussite n'était pas certaine, on ne pouvait pas prendre de risques insensés. On a maintenant un engagement très fort à déployer la 700, qui va permettre d'améliorer la couverture 4G sur l'ensemble des territoires, de couvrir les voies de transport et notamment les trains. Et nous avons par ailleurs une application forte avec l'impulsion du gouvernement et le soutien de l'ARCEP sur la couverture des zones blanches, puisque Free Mobile a rejoint le programme qui a vu son ampleur significativement augmenter. Quelques mots de l'itinérance, parce que cette itinérance qui est stigmatisée notamment par l'un de nos concurrents, il faut la relativiser, c'est-à-dire que l'itinérance, ce n'est pas un avantage concurrentiel que nous avons. Il ne pourrait pas y avoir de 4e opérateur sans itinérance, pour la bonne et simple raison que vous ne pouvez pas arriver en 2012 ou en 2014 sur un marché comme la France avec 3 opérateurs qui couvrent 99% de population et proposer un service limité à quelques grandes villes, avec des trous partout. Juste le 4e opérateur n'aurait pas pu exister. On a donc aujourd'hui un contrat, d'abord, qui est limité à la 2 et 3G, ce qui, sur un marché qui est totalement drivé par la 4G, n'est quand même pas un avantage déterminant. Et on a d'autre part un contrat qui est extrêmement cher. Je ne vous donnerai pas le chiffre, il est couvert par un accord de confidentialité, mais il a souvent fuité dans des analyses ou autres. C'est en centaines de millions d'euros. Donc nous sommes un opérateur qui a d'un côté pratiquement 8000 antennes en propre, avec donc toutes les charges associées à un réseau que vous exploitez et que vous développez, les fréquences qu'on a achetées et qu'on règle tous les ans à l'État. Et nous avons par ailleurs un contrat d'itinérance extrêmement coûteux, qui est juste une condition à notre existence et pas du tout un avantage concurrentiel. Donc ce contrat, il a vocation à s'éteindre progressivement. Je ne sais pas si 2020 sera la date finale. Le fait est qu'on a renouvelé un contrat avec Orange qui nous mène jusqu'en 2020. On fera avec l'ARCEP un bilan un petit peu avant pour voir ce qu'il en est de l'avancée de notre couverture, des efforts qu'on a entrepris, des investissements qu'on a pu faire. Et en fonction de ça, je pense que l'itinérance s'éteindra progressivement. Notez quand même que Bouygues Telecom, qui est souvent venu fustiger l'itinérance devant vous, fournit une itinérance 4G à SFR pour permettre à SFR de ralentir ses investissements. J'ai l'impression que ça fait moins débat et que ça questionne moins. Je me demande pour quelle raison. Et notez également, il y a des publicités en ce moment pour un opérateur virtuel, un MVNO, qui réplique strictement nos offres, 15,99 €
avec un forfait 4G avec 50 gigaoctets, sans avoir investi dans la moindre fréquence, sans avoir acheté la moindre antenne, en achetant simplement du trafic aux 3 opérateurs. Est-ce que l'itinérance est moins légitime que ce genre d'accord MVNO qui permet à une grande banque française d'offrir à ses clients ou aux autres des produits au même prix que nous qui investissons massivement? À mon sens, il y a débat. Toujours est-il qu'on est un opérateur de réseau avec un investissement très fort pour déployer nos réseaux, qu'on sait qu'on est performant, rentable et innovant quand on maîtrise nos réseaux, que ce soit le cuivre, la fibre ou le mobile. Donc soyez certains qu'on est un opérateur qui est là pour installer ses antennes et que simplement déployer un réseau mobile en France, ça prend du temps. Nos concurrents ont mis 15 à 20 ans et ils n'ont pas terminé. Il ne faut pas nous demander l'impossible. Ça fait seulement 5 ans qu'on a démarré et on a déjà pratiquement 8000 antennes. Et on couvre, vous le rappeliez, 84% de la population en 3G et 65% en 4G. Et notez qu'en 4G, notre couverture en propre est plus importante que celle de SFR, qui a pourtant 20 ans d'existence à des fréquences 800. Donc ça démontre le fait, je pense, qu'on n'est pas un opérateur complètement passif en la matière. Ça, c'est la stratégie d'Iliad en quelques mots. Le marché français aujourd'hui, qu'on a parfois présenté comme sinistré, en retard, enfin selon les analystes ou les moments, on peut avoir différents regards. Nous, les chiffres qu'on peut voir, les comparaisons qu'on peut faire avec les autres pays d'Europe, nous donnent plutôt le sentiment qu'on est un pays qui est très bien placé. Les Français sont très bien équipés, aussi bien en accès fixe qu'en accès mobile. La concurrence apportée par le 4e opérateur a poussé le déploiement de la 4G. Et autant la 3G était restée au frigidaire pendant 7 années, les opérateurs maximisant la rente de la 2G avant de la déployer, autant la 4G, vous avez pu voir qu'il y a eu du marketing sur la 4G avant même les premiers déploiements. Et on a aujourd'hui une couverture 4G en France qui est très bonne et qui progresse vite. On a également fait le choix collectif, pouvoir public et opérateurs du FTTH. C'est un choix très luxueux. Il n'y a aucun pays d'Europe qui ait fait le même choix, à part peut-être 1 ou 2 pays nordiques. Et après, c'est le Japon et la Corée. Alors, c'est un choix qui est très coûteux, hein, on connaît les chiffres, 30 milliards ou plus pour fibrer le pays. Mais je pense que c'est un bon choix qui nous mettra dans 5-6 ans largement en avance sur les autres pays d'Europe, qui peut-être aujourd'hui, de manière un peu fictive dans les statistiques, parce qu'ils ont un peu modernisé le cuivre, ou bien parce qu'ils ont un peu modernisé le câble, peuvent offrir 30 mégabits à un peu plus de foyers. Mais j'ai la certitude que ce plan FTTH, dans lequel il y a un engagement très fort des collectivités locales, des opérateurs privés, de l'État, sera une réussite et que c'est un investissement qui mettra la France très en avant des autres sur le très haut débit. Et vous le savez, en quadruple play, quand on a un réseau très haut débit fixe, on a également un réseau mobile performant parce que ce réseau fixe, c'est la collecte des réseaux mobiles. Donc la 4G a besoin de réseaux fibres pour être totalement efficace. Deuxième point sur le marché français, l'investissement est au plus haut. Alors vous me direz, c'est une période où il y a la 4G, la fibre, oui, mais toujours est-il que vous prenez les chiffres qui sont sur le site de l'ARCEP, déclarés par les opérateurs et vérifiés. Depuis 2009, date d'attribution de la 4e licence, on est de manière très régulière au-dessus de 7 milliards d'euros d'investissement en France, qui sont des chiffres jamais vus et qui sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Donc la 4e licence et la concurrence n'ont pas du tout réduit l'investissement, elles l'ont au contraire dynamisé et augmenté. Le troisième point, qui est un point de satisfaction et qui est également, je pense, un élément sur lequel il y a parfois quelques erreurs de perception, c'est que les acteurs se portent très bien. Tous les acteurs, les 4 acteurs mobiles français ou les 4 acteurs intégrés fixes mobiles français sont des acteurs qui distribuent beaucoup de dividendes, à l'exception de nous-mêmes, qui investissent beaucoup, dont le cours de bourse se porte bien et qui sont en bonne santé financière. Sur le mobile, tous les opérateurs sont en conquête, à part peut-être Numéricable SFR qui est dans une phase d'intégration à la suite de sa fusion, donc il y a peut-être quelques sujets à régler, mais tout le monde est reparti en conquête et les acteurs se portent bien. Donc vous n'avez pas de problème à traiter d'un opérateur qui serait trop faible, affaibli par la concurrence ou autre. Et puis le dernier élément qui me semble important, vous l'évoquiez, c'est que 3 de ces 4 acteurs exportent leur savoir-faire. Orange est présent en Europe et dans le monde. Numéricable SFR a pris des positions très fortes dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Et nous venons d'obtenir
sous réserve de validation par la Commission européenne, probablement début septembre, les moyens de rentrer sur le marché italien assez rapidement. Quels sont les sujets qui nous paraissent d'importance pour le futur? Sur le fixe, la fibre est un magnifique projet, c'est clair, et on y adhère complètement, mais il faut être vigilant sur 2 points au moins. Le premier, et je ne dis pas ça dans un esprit polémique, mais pour remettre, je pense, le doigt sur un sujet essentiel, l'opérateur historique ne doit pas profiter de la fibre pour remonopoliser. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Orange fait plus de 70% de part de marché sur la fibre, et ce n'est pas seulement par son talent. Je voudrais apporter quelques précisions. D'abord, les investissements. Les investissements d'Orange dans la fibre ne sont pas extraordinaires. Stéphane Richard les a indiqués il y a quelques jours dans une interview à la Tribune. 550 à 600 millions d'euros dans la fibre en 2016 pour 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est à comparer aux 350 millions d'euros qu'investit Iliad dans la fibre pour 4,4 milliards de chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui n'est pas extraordinairement élevé. Ou autre ordre de grandeur, nous versons au titre du dégroupage, quand on utilise le réseau de cuivre d'Orange, sensiblement plus, juste nous, Iliad, nous reversons à Orange sensiblement plus que ce qu'ils investissent dans la fibre. Donc on est sur un chiffre qui est finalement pas tellement impressionnant. La deuxième chose, c'est que le succès actuel de l'opérateur historique, il est lié bien sûr à son talent en partie, mais aussi à des avantages structurels. Jusqu'en 2009, Orange s'est réservé l'usage des fourreaux. Vous savez, tous ces tuyaux, ces 300 000 km qui sont dans les routes de France qui permettent de déployer la fibre, pendant que les alternatifs devaient creuser des tranchées ou passer par les égouts. Et tout ça, ça a permis à l'opérateur historique de couvrir toute la zone dense quand les autres ne pouvaient pas y accéder. S'y est ajouté le fait que le point de mutualisation a été mis dans l'immeuble, ce qui est une barrière à l'entrée énorme sur les zones denses. Rien que Paris, c'est 65 000 immeubles dans lesquels il faut rentrer. Et c'est quelque chose sur lequel on a de vrais problèmes. Et puis la zone de co-investissement, la zone dite AMI, Orange y a une position ultra dominante, 80-85% des lignes, et nous paraît se comporter en matière contractuelle et tarifaire de manière non satisfaisante, surfacturer les prises et refuser des conditions contractuelles acceptables. Donc on pense que le cadre... Juste vous préciser que nous sommes là pour vous entendre parler de votre stratégie et pas forcément d'aller... Voilà, nous avons auditionné tous les opérateurs, nous leur avons posé toutes les questions, donc nous on a besoin de vous attendre à vous. On n'est pas là pour être la caisse de résonance et ou de faire, disons, des échanges entre opérateurs. Quoi. Nous, on est là surtout... Après, si les parlementaires veulent vous poser des questions là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous voulons vous concentrer sur votre stratégie à vous. Madame la Présidente, notre stratégie, c'est de déployer la fibre. Si le cadre ne nous permet pas de le faire, et si on ne peut pas vous le dire, on a un problème. Aujourd'hui, c'est la réalité. On a un opérateur historique qui est en train de balayer tout le monde sur la fibre parce que le cadre lui est trop favorable. Notre stratégie, c'est de déployer des réseaux très haut débit. On investit massivement, mais on demande des adaptations du cadre. C'est ce que j'essaye. Un régulateur, quand même. Mais peut-être je parle aussi au régulateur au travers vous. Attendez, ici, vous parlez aux députés, vous ne parlez pas aux régulateurs. Mais je crois que vous avez une mission de contrôle ou de supervision sur ces autorités administratives. Donc, nous pensons que ce cadre, pour mener à bien notre stratégie, doit être amélioré. Et nous pensons aussi que la concurrence par les infrastructures ne doit pas être un concept réservé à Free dans le mobile. Donc que sur le fixe, tout le monde doit investir, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Pour vous parler toujours, je pensais que ce qui pouvait vous intéresser, c'était notre stratégie, mais comment on peut la déployer. Vous me demandez comment mettre un terme à l'itinérance, par exemple. Je voulais vous dire, mais vous me direz si c'est hors de propos, qu'on a besoin de pouvoir déployer nos antennes. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de textes, je pense à la loi Abeille, je pense à la loi Allure, qui complexifient le déploiement, qui le ralentissent. Non, mais c'est des éléments qui me paraissent très importants. Écoutez, mais tout à fait, vous avez raison de les exprimer et on est là pour je pense que vous êtes là-dessus. Mais effectivement, mais ce contexte législatif s'impose à tous. Ah, on est d'accord, il s'impose à tous les opérateurs. Oui, mais il y a 3 opérateurs qui ont déjà des réseaux déployés de 20 000 sites, et donc qui n'ont pas forcément le même problème que nous, et qui vous demandez de déployer très vite un réseau. Mais maintenant, après, on ne conteste pas les lois de la République, on vous indique juste parfois les paradoxes de l'action publique qui, d'un côté, nous demandent de déployer très vite, et qui, de l'autre, mettent énormément de barrières au déploiement.
avec des chartes ou avec des textes assez restrictifs. Donc, le déploiement du mobile, ça nous paraît quelque chose de vraiment important, d'avoir, non pas de faire n'importe quoi, on fait très attention et on agit toujours en relation étroite avec les collectivités locales, on discute avec l'environnement, les habitants, les associations, mais on a des obligations de couverture très importantes sur le 700 MHz par exemple, on paye les fréquences très chères et derrière on a des difficultés à déployer ces sites. Donc c'est un élément, je pense, qui est important de partager avec les parlementaires. Et puis dernier point que je voulais partager avec vous, c'est au-delà de la métropole. C'est-à-dire, vous avez évoqué l'Italie, sur lequel on a une opportunité intéressante, bon, qui reste, je préfère pas trop en parler tant qu'on n'a pas la validation de la Commission européenne, mais en quelques mots, l'Italie nous permettrait de répliquer sur un marché voisin qui est peut-être pas aussi avancé que la France en termes de déploiement des réseaux très haut débit, de la 4G, et qui n'a pas vraiment commencé sa migration vers le quadruple play, vers les offres intégrées fixes mobiles. On a les savoir-faire, je pense, pour créer un quatrième opérateur très compétitif en Italie. À plus court terme, on a un projet, qui est plus qu'un projet, puisque nous avons déposé des dossiers de candidature sur l'ensemble des DROM sur lesquels l'ARCEP a organisé un appel d'offres pour attribuer les lots de fréquences. Et je voulais vous annoncer aujourd'hui que nous avons un projet sur l'ensemble des Antilles, l'arc Caraïbes, par lequel nous souhaitons assurer la continuité territoriale. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, sur les Antilles, les offres mobiles sont à peu près 2 fois plus chères qu'en France métropolitaine. Notre projet, sur lequel nous avons déposé un dossier de candidature et sur lequel nous avons prévu des investissements significatifs, c'est qu'un Français, qu'il soit en métropole, aux Antilles ou à La Réunion, bénéficie de strictement les mêmes offres, c'est-à-dire celles que vous connaissez aujourd'hui en métropole. En conclusion, ou en résumé, je vous dirais que le marché français va bien, tant en termes d'équipement, d'investissement et d'acteurs. L'effet Free Mobile me semble avoir été très positif et a poussé à la modernisation d'un secteur qui était un peu endormi. Je pense, deuxièmement, que les alternatives que nous sommes, avec SFR et avec Bouygues Télécom, ont un rôle déterminant. Juste vous indiquer que les investissements combinés des 3 grands opérateurs alternatifs sont supérieurs à ceux de l'opérateur historique. Donc ne pas nous négliger dans le plan d'aménagement du territoire. Insister sur le fait que la concurrence par les infrastructures, qui ne doit peut-être pas être le dogme absolu, mais qu'on nous applique avec beaucoup de vigueur dans le mobile, ce serait important de l'appliquer avec la même vigueur dans le fixe, où on s'aperçoit que certains ont peut-être des effets ou des stratégies un peu flibustières. Et puis sur le FTTH, je renouvelle un peu ma remarque ou ma suggestion de faire évoluer le cadre qui globalement est bon, mais qui a besoin, je pense, d'être un peu rééquilibré pour pas que le très haut débit soit proposé aux Français, mais avec un retour du monopole. Merci. Bien, nous allons passer aux orateurs des groupes. Madame Corinne Erel pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. 3 minutes. Oui, merci. Alors, ce qu'il y a de bien dans les auditions avec les opérateurs, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, c'est toujours animé, ce qui est une chose positive. Donc, vous avez transformé le paysage télécom français, à la fois sur le fixe et le mobile, avec à la fois de l'innovation, des prix plus bas, et également, vous l'avez dit, c'est une chose dont peut-être on ne met pas suffisamment en avant, mais qui est la simplification radicale des offres clients et qui a changé effectivement dans l'approche de l'ensemble des opérateurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc un accord d'extinction qui encadre l'arrêt progressif de l'itinérance va intervenir avec une date qui est mise à 2020, mais qui pourrait, en fonction des investissements, varier. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous précisiez dans cet objectif-là, ce qui va vous conduire à investir probablement davantage ou encore plus. C'est à vous de choisir le bon mot. Quelle est exactement votre stratégie d'investissement pour aboutir à ce point de 2020, voire un peu plus loin. D'autre part, vient de paraître donc l'enquête 2016 sur la qualité des services de données pour les opérateurs mobiles par l'ARCEP. Et cela
cela montre que Free est encore un peu en retrait de ses concurrents en termes qualitatifs, des résultats qui sont sensiblement moins bons sur un certain nombre d'indicateurs, toutes zones d'habitation confondues. Donc, quelle interprétation vous donnez à ces résultats-là? Quel sens? Et comment comptez-vous toujours, en matière à la fois d'investissement et technologique, combler ce retard qualitatif? D'autre part, nous avons donc en avril dernier vu que le rapprochement annoncé potentiel entre Orange et Bouygues Telecom ne se ferait finalement pas. Vous aviez pris à l'époque, enfin votre groupe avait pris un certain nombre de positions. Quelles sont les conséquences pour votre groupe de cette décision? Est-ce qu'il y en a, notamment toujours en matière stratégique? Vous aviez indiqué à l'époque, si je ne m'abuse, que vous seriez prêt notamment à reprendre une partie du service relations clients, notamment des boutiques. Comment est-ce que vous positionnez votre stratégie en matière de relations clients, à la fois en ligne, mais également en physique sur votre groupe? Et comment voyez-vous plus largement, au niveau du paysage télécom français, cette évolution sur les stratégies relations clients, puisqu'on est un certain nombre ici à voir un certain nombre de boutiques disparaître du fait également de l'évolution évidemment des modes d'abonnement. Deux petites dernières questions, même si je vois que je dépasse mon temps. Sur toujours les services relations clients, est-ce que vous pourriez nous repréciser vos politiques en matière notamment de gestion des services clients? Est-ce qu'ils sont internalisés ou externalisés? S'ils sont externalisés, où se trouvent-ils? Et dernière question qui est sur la loi numérique et notamment l'équilibre qui a été trouvé dans le cadre de la commission mixte paritaire. Quel est votre regard sur les points tels qu'ils ont été acquis dans la commission mixte paritaire, les points positifs pour vous et éventuellement les obstacles ou les freins que vous pouvez considérer eu égard à ce texte au regard du paysage télécom et numérique? Merci, Monsieur Lionel Tardy pour le groupe Les Républicains. Ah, pardon, Monsieur Laurent First. Merci. Oui, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci, on s'entend bien. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, merci à vous pour votre présentation. Alors, c'est vrai que vous nous avez présenté l'histoire d'un succès dans un monde compliqué, complexe, de concurrence, l'histoire d'une entreprise qui est arrivée, qui a un peu joué l'Édouard Leclerc de la téléphonie, en tout cas l'ambition de se donner cette image, avec des prises de parts de marché relativement importantes en quelques années, 18 millions de clients, 4,4 milliards de chiffre d'affaires. Il y a un chiffre qui m'a intrigué, que vous avez donné il y a quelques instants. Vous nous avez dit que vous aviez 8000 salariés, dont 6000 en France. J'aimerais bien que vous nous parliez des 2000 autres. Où sont-ils? Que font-ils? Puisqu'apparemment, ils travaillent pour le marché français. C'est donc, ça peut présenter un petit peu un intérêt pour nous de savoir comment fonctionne l'entreprise au travers de ces 2000 salariés. Pour le reste, vous nous avez parlé des offres simples, claires, lisibles et de l'investissement de l'entreprise. Tout ça a été des éléments extrêmement intéressants. Ma première question, ou ma deuxième question, après celle sur les salariés, portera sur l'ambition du groupe. Vous nous avez présenté l'entreprise, ses années d'histoire, ses difficultés. Vous avez beaucoup parlé de vos concurrents et des difficultés à vivre à côté de vos concurrents, en tout cas des avantages qu'ils aient. Vous avez essayé de nous présenter comme des entreprises très prospères qui vont... C'est quoi l'ambition de votre entreprise? Où est-ce que vous allez? Quelle est votre volonté? Quelle est la part de marché que vous ciblez? Tout ça, ce sont des questions intéressantes. Deuxième question sur l'internationalisation. C'est la première opportunité, a priori, l'Italie. Mais est-ce que c'est simplement un coup, une opportunité, où derrière, il y a une vraie stratégie d'internationalisation de l'entreprise? Et sur quel périmètre géographique? On se projette où dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? On se projette en Europe ou au-delà? Ce sont des questions qui nous sont relativement chères. Bien sûr,
Alors, sur le territoire et notre pays, il y avait une question qui me paraît relativement intéressante. C'est quoi votre ambition? Quelle est votre cible? Est-ce que sur le territoire, vous êtes un opérateur des villes ou vous êtes un opérateur de tout territoire confondu? Et j'aimerais que vous soyez très précis sur ce sujet. Est-ce que vous êtes véritablement un opérateur qui a une ambition nationale ou un opérateur qui a une ambition territoriale plus limitée et d'ailleurs une ambition sociale plus limitée, puisque vous avez une image quand même très précise qui s'adresse à un segment de la société. Et derrière tout ça, est-ce qu'il y a une stratégie, par exemple, de relations particulières avec le monde de l'entreprise? Est-ce que c'est un marché que vous travaillez ou que spontanément, vous avez plutôt tendance à laisser à d'autres? Il y a aussi une dernière question deux dernières questions que je voudrais vous poser. C'est quelle est la stratégie d'investissement, le volume d'investissement que vous allez poser dans les 3 années à venir? Vous nous dites, au regard de notre chiffre d'affaires, nous investissons beaucoup, mais au regard de la situation et du marché, est-ce que c'est suffisant pour être un opérateur stratégique à long terme? Et j'aurais une toute petite dernière question à vous poser qui n'a aucune importance, mais est-ce que vous n'êtes pas un opérateur qui sera racheté un jour? Parce que finalement, vous gagnez des parts de marché, votre entreprise peut être valorisée et votre actionnaire peut se dire « je peux faire une très belle opération en vendant le produit de notre travail ». Est-ce que vous n'êtes pas finalement une entreprise qui un jour sera vendue? Merci. Madame Dubié pour le groupe 2RDP. Merci, Madame la Présidente. Merci aussi pour l'organisation de ce cycle d'audition sur le marché des télécommunications, parce que ça nous permet d'avoir un aperçu quasiment exhaustif de l'état de la téléphonie fixe et mobile et de la couverture numérique de notre territoire. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur le directeur, vous nous avez présenté la stratégie de Free pour les prochaines années et je voudrais revenir sur la question des investissements, notamment pour ce qui concerne le déploiement de la fibre optique. Vous avez évoqué et insisté sur les 1,7 milliard d'investissements dans les infrastructures. J'aimerais que vous nous précisiez quelle est la part qui est consacrée au développement de la fibre optique. Et pour être plus précise, je ne parle pas des cofinancements que Free compte faire sur des réseaux déployés par des tiers, mais réellement les investissements qui sont portés par la société Free et sur les déploiements qu'elle réalise elle-même. Et pour compléter ma question, je vous pose la question donc aujourd'hui, et si vous pouviez nous dire ce que Free prévoit d'investir en France dans les années à venir pour le déploiement de la fibre optique. J'aurais également une question sur votre position en matière d'utilisation des RIP, des réseaux d'initiative publique, qui m'intéresse tout particulièrement parce que je suis députée d'un territoire rural et concernée effectivement par un déploiement porté par un RIP. Aujourd'hui, donc, Free est interconnecté au réseau de SFR et d'Orange, mais ils ne viennent toujours pas sur les RIP. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et si vous avez l'intention de le faire? Enfin, ma dernière question portera sur la publication ce matin des résultats de l'enquête d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles en métropole réalisée par l'ARCEP. Il se trouve que ces résultats montrent que Free est classé en 4e position avec des résultats dont je cite dans le rapport sensiblement moins bon sur un grand nombre d'indicateurs. Comment vous expliquez ces résultats et comment est-ce que vous avez une explication aussi sur le retrait notable de Free sur la navigation web et sur la vidéo en ligne? Merci. Merci. Madame Audrey Linkenheld. Oui, merci Madame la Présidente. Je n'avais pas forcément prévu d'intervenir, puisque comme vous l'avez vous-même souligné, on était plutôt là pour entendre Free sur sa stratégie un peu globale, mais puisque Monsieur le Directeur Général a cru bon d'indiquer que les lois Allure et Abeille complexifiaient l'environnement dans lequel ils intervenaient, je voudrais quand même lui faire remarquer
qu'on peut porter l'appréciation qu'on veut sur les lois que les parlementaires votent, mais qu'une fois qu'elles sont votées, l'important c'est surtout de les appliquer dans la République qui est la nôtre. Et qu'en l'espèce, moi je suis la députée d'une circonscription dans laquelle se trouve la commune de Villeneuve-d'Ascq, qui compte pas moins de 60 000 habitants, et dans laquelle circule aujourd'hui une pétition qui vous fait la plus grande publicité, puisqu'elle s'intitule « Non à l'antenne Free dans le quartier d'Ascq ». Donc vous parliez tout à l'heure de la stratégie flibustière de vos concurrents. Moi, j'ai envie de dire qu'en matière de pratique de pirates, chacun peut trouver les exemples qu'il veut. Il se trouve que, encore une fois, des lois ont été votées, que des municipalités ont mis en place des procédures. On parle là d'une municipalité qui n'a pas l'habitude de refuser les installations d'antennes, si tant est que les opérateurs veuillent bien prendre la peine de respecter les procédures mises en place, qui n'a pas été le cas ici. Et donc, on se retrouve avec, je ne suis pas sûre, encore une fois, que ça soit la meilleure publicité pour votre stratégie, avec une mairie qui est courroucée, avec un procureur qui a été saisi et avec 300 pétitionnaires pour l'installation d'une antenne dans un quartier dont, par ailleurs, les habitants auraient bien aimé avoir un débit ou un réseau meilleur. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de refus total d'installation, il y avait juste la volonté que ça se fasse en concertation avec les élus et les habitants, que peut-être les différents opérateurs participent à cette concertation. Le résultat, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, la publicité est négative et que celui qui en fait les frais, c'est d'abord l'opérateur et accessoirement tous ceux qui essayent de défendre une application régulée de la loi. Merci, Monsieur Tardy. Pardon, Madame Virginie Duby-Muller, mais comme vous voulez. Merci, Monsieur le Directeur, pour la présentation des activités du groupe Iliad. Comme l'ont souligné mes collègues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a publié aujourd'hui les résultats de son enquête 2016 sur la qualité des services mobiles. Et l'ARCEP décrit les résultats de Free, je cite, sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs. Comment justifiez-vous ce résultat ? Aujourd'hui, Free est interconnecté au réseau de SFR et Orange, mais il ne vient pas sur les RIP. Sur les territoires ruraux notamment, les RIP sont une vraie solution. Quelle est donc votre analyse sur ce positionnement ? Vous venez de signer un accord de rachat d'actifs avec 2 groupes italiens de télécommunications et vous élargissez les perspectives à l'étranger du groupe Iliad. Quelle est votre stratégie de développement à l'étranger sur le long terme et avec quel financement ? Vous avez également lancé un service de stockage cloud en juin dernier à un prix défiant toute concurrence. Selon plusieurs experts, la plateforme est particulièrement adaptée au stockage de données sensibles issues du secteur médical, bancaire ou militaire. Elle dispose également des certifications des principaux organismes d'assurance du marché. Quelle est votre ambition sur le cloud ? Et par ailleurs, à l'heure du tout numérique, la question de la sécurité des connexions et de leur surveillance se pose de plus en plus. Quelle est votre analyse sur la souveraineté numérique de la France ? Ma dernière question concerne les territoires ruraux et en particulier les zones blanches, que l'on connaît en particulier en Haute-Savoie. Lors de l'atelier dernier du Congrès des maires consacré au numérique, les élus ruraux ont témoigné des difficultés financières auxquelles ils sont confrontés malgré les aides de l'État pour améliorer la couverture. On le sait, pour atteindre 100% du très haut débit d'ici 2022, le gouvernement mise principalement sur la fibre avec un objectif d'atteindre 7 millions de prises jusqu'à l'abonné, soit un investissement de 12 milliards d'euros. Que pensez-vous de cette stratégie de couverture du territoire ? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la troisième sera la bonne, Monsieur Tardy. Bon, merci Madame la Présidente, tout a été dit. Bon, comme on l'avait dit, oui, on poursuit notre cycle d'audition. Alors, je ne vais pas revenir sur la concurrence par les infrastructures, sur redevances qu'on pourrait aussi analyser. Moi, je voulais revenir sur le problème des réseaux d'initiative publique. Plusieurs l'ont abordé. On parle souvent de la faible présence de certains gros opérateurs dans les RIP. Donc, Free compte-t-il venir sur les RIP ? À quelle échéance et à quelle échelle ? Ça nous intéresse. Concernant les investissements, beaucoup de questions ont été posées sur votre arrivée sur le marché des télécoms italiens, ce qui serait une première pour Iliad, même si Xavier Niel a déjà fait des investissements à l'étranger à titre personnel. Pour vous, cette aventure, si elle se confirme, sera-t-elle comparable à votre arrivée sur le marché français en tant que 4e opérateur il y a bientôt 5 ans ?
Et est-ce qu'en vous tournant à l'étranger, on peut dire que vous êtes devenu un opérateur comme les autres, ce qu'on vous reproche très souvent? Merci. Bien. Monsieur le directeur, nous vous écoutons. Madame la Présidente, merci pour toutes ces questions. La première sur notre stratégie globale, c'est-à-dire que cherchons-nous, vers où allons-nous à 5 ans, à 10 ans, etc. On a une réponse qui est assez simple. Notre métier, depuis 15 ans, c'est de fournir de l'accès de manière simple. Je ne sais plus lequel d'entre vous évoquait tout à l'heure les offres très compliquées. C'était vous, Madame Herel, je crois, qui avait en 2008-2009, en mémoire, 550 offres mobiles différentes chez l'un de nos concurrents. Nous, on s'est toujours focalisé sur un seul métier qui est fournir de l'accès, fixe et mobile, en essayant d'être autonome autant qu'il est possible sur nos réseaux, donc de les construire. Ça prend du temps, c'est des investissements. On le fait en France. On va essayer de le faire également dans les DROM, si on nous donne les licences pour le faire. Et on a eu, après de nombreuses tentatives, la possibilité à valider par la Commission européenne de répliquer cette stratégie et nos savoir-faire en Italie. On a une certitude, c'est qu'au milieu de toutes les évolutions technologiques, il faudra toujours, quoi qu'il arrive, de l'accès. Que tous les foyers recevront toujours de l'eau, de l'électricité et du débit IP, que ce débit IP, ils le recevront peut-être en mobile, peut-être en fixe, et on aimerait être l'opérateur qui, pour le maximum de Français ou demain d'Italiens, apporte ce débit IP. Donc ça, c'est un peu trivial, hein, c'est pas très lyrique comme stratégie, mais c'est celle qu'on mène. Donc on ne se disperse pas, c'est notre cœur de métier et on essaye de le faire bien. Plusieurs d'entre vous ont posé la question de la fin de l'itinérance, des investissements, de comment on organise tout ça. Je fais le lien aussi avec les lois qui, quelque part, ralentissent un peu notre déploiement et je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. On ne conteste pas les lois et on est une entreprise qui intervient dans les règles de la République. La seule chose que je voulais mentionner, c'est qu'il y a parfois des paradoxes à nous demander d'une part d'aller très très vite sur la fin de l'itinérance, d'autre part de nous faire des commentaires sur notre qualité de service. Je crois que l'intégralité d'entre vous mentionne l'étude de l'ARCEP. D'autre part, de mettre dans les licences des obligations de couverture extrêmement étendues. Soyez conscients du fait que les obligations dans les licences françaises sont à des années-lumière plus importantes que celles qu'on trouve chez nos voisins en Europe. Et dans le même temps, de faire des lois qui rendent peut-être de manière légitime, complexe le déploiement. C'était mon seul message. C'est compliqué d'aller vite quand on nous met beaucoup d'obstacles. Maintenant, si le choix, c'est de mettre des obstacles, il faut juste savoir qu'il y a des conséquences, c'est qu'on déploie moins vite, nous et nos concurrents et collègues. Mais voilà, on vit avec. Hein, maintenant, on pense que c'est important et intéressant d'en parler avec vous, de faire valoir nos points de vue. Je pense qu'on ne déploie jamais en contravention avec les lois. Enfin, et les tribunaux sont là pour trancher les litiges. Donc, heureusement, chacun intervient dans le cadre du droit. Sur la fibre, toujours dans les investissements, deuxième catégorie de questions. Pardon, sur les investissements mobiles, est-ce qu'on peut aller plus vite? On adorerait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le contrat d'itinérance, il nous coûte tous les ans, alors un peu moins maintenant qu'on a un réseau un peu plus déployé, mais pendant les 4 premières années, tous les ans, ça nous coûtait un demi-réseau national pour juste de la consommation. Donc si on avait pu acheter un réseau de 15 000 antennes clés en main, on l'aurait fait le premier jour et on aurait été le plus heureux des opérateurs. C'est pour ça que la consolidation, je réponds par incident à une des autres questions, nous aurait permis une chose, c'est d'accélérer ce déploiement mobile en récupérant des sites déjà construits. Bon, la consolidation n'a pas abouti, on continue très, très heureux et très serein, mais c'était le bénéfice de cette éventuelle opération. Nos investissements sur la fibre, je crois que c'est important de ne pas distinguer investissement par l'opérateur lui-même et co-investissement. Le co-investissement, c'est un investissement au même titre que les autres. On a fait, je pense, collectivement un choix et qui est un excellent choix, qui est de se dire que sur une grande partie du territoire, plutôt que de construire 3 réseaux en parallèle qui auraient été mal compris par les collectivités locales, mal compris par les Français et un gaspillage d'argent sur un projet qui a besoin de beaucoup d'argent, on s'est dit on fait un partage qui a été fait sous l'autorité notamment de l'ARCEP, de la concurrence, en se disant à cet endroit-là, c'est Orange qui construit et les autres co-investissent s'ils le souhaitent, à d'autres c'est Free, à d'autres c'est SFR. C'est une façon très efficace qui d'ailleurs maintenant inspire les institutions européennes pour le cadre européen. Donc
je pense qu'il faut vraiment raisonner globalement. Pour nous, 1 euro en co-investissement est strictement identique en termes de copropriété ou de propriété qu'1 euro dépensé sur un réseau qu'on fait tout seul en zone très dense. Et pour vous répondre, donc, le chiffre est de l'ordre de 350 millions d'euros par an qu'on investit en 2016, c'était un tout petit peu moins en 2015, dans ces déploiements fibres. Pour répondre à une autre question qui était également assez universellement posée sur quand serez-vous client des RIP, je vous ai indiqué qu'on avait entamé des négociations avec 2 des grands opérateurs de RIP, avec l'idée d'aboutir assez rapidement, à un horizon de quelques mois. Dès lors que le GIE, que Madame la Présidente vous évoquiez tout à l'heure, sera opérationnel, nous serons clients des RIP de manière assez systématique. Je vais vous faire un aveu, hein, même si on n'en avait pas envie, il faudrait qu'on le soit, parce que nos abonnés DSL d'aujourd'hui, si on ne leur apporte pas demain le très haut débit au travers des RIP, on les perdra. Donc ne soyez pas inquiets sur le fait que les opérateurs seront clients des RIP. Peut-être certains essayent de lutter contre. Toujours est-il que nous, on a entamé des négociations. La mission très haut débit fait un travail remarquable pour essayer de fédérer au travers de ce GIE FTTH le point de commande et de service après-vente pour que ces RIP soient bien opérationnels. Et nous serons présents sur ces RIP à un horizon relativement proche. Sur les zones blanches, c'est un petit peu la même réponse. On pense qu'il serait possible d'aller plus loin. Il y a d'ailleurs eu un amendement qui a été, je crois, finalement retiré de la loi numérique qui nous paraissait aller dans le bon sens. Si on veut une vraie réponse sur les zones blanches, qui ne soit pas un petit peu en petites tâches comme on le fait aujourd'hui, où régulièrement on rajoute quelques communes, il faut se déterminer à faire un réseau commun, unique, mutualisé, sur les derniers pourcents de la population, qui font en territoire une partie significative. Sinon, vous aurez toujours des récriminations de vos administrés et nous aurons toujours de votre part des remarques quand on viendra au Parlement sur le fait que la couverture n'est pas satisfaisante. Donc nous, on milite modestement pour cette infrastructure mutualisée, pilotée au niveau national. Ça nous paraît être la seule réponse solide, structurelle à ce problème qui est une évidence pour vous et pour nous. Sur la loi numérique, je dirais le principal point positif pour nous, c'est que la mécanique d'amortissement accéléré sur le co-investissement a été acceptée. Donc ça, c'est un élément incitatif à l'investissement dans les réseaux FTTH. Sur, Madame Merel, votre question sur la relation client, les boutiques, les perspectives, vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a une évolution assez rapide de la relation abonnée, du fait tout simplement de la familiarité des Français avec Internet qui augmente. On peut faire aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire hier, s'abonner, changer d'abonnement, se dépanner, ce qu'on appelle dans notre langage le self-care. Et ça a un impact sur le trafic en boutique, sur les appels sur les centres de relations abonnés, même s'il reste toujours beaucoup d'appels. C'est une tendance naturelle. Les Français sont plutôt demandeurs. S'ils peuvent se dépanner eux-mêmes sans se déplacer, je crois qu'ils apprécient. Et les opérateurs, naturellement, essayent également de progresser dans cette direction. Bon, néanmoins, nous avons toujours, pour répondre à une autre question, sur nos plus de 8000 salariés, il doit y en avoir à peu près 6500 qui sont à la relation abonnée, pour l'essentiel sur des plateaux d'appels téléphoniques, qui sont à raison d'à peu près 1800 au Maroc, pour répondre à une autre question. Ce sont des salariés de Free au même titre que les autres. Ce n'est pas de la sous-traitance. On a la quasi-totalité de nos opérateurs qui sont salariés du groupe. Pourquoi le Maroc? Pour 2 raisons. Il y en a une, je ne vais pas vous mentir, c'est moins cher. Et puis il y a une autre raison, c'est que c'est extrêmement difficile sur nos centres français de faire travailler la nuit, alors que le service est ouvert, de faire travailler le week-end, de planifier les vacances. Donc c'est une souplesse qui est indispensable. Est-ce qu'on sera, je pense que c'était vous, monsieur, un opérateur qui fait tout ça pour être racheté un jour? Alors moi, je ne suis qu'un mandataire social, je ne suis pas l'actionnaire, mais je voudrais juste mentionner le fait que Xavier Niel est l'actionnaire à 55% du groupe Iliad et qu'il a maintenu cette position très forte depuis bientôt 20 ans. Donc je pense que les opportunités, s'il avait voulu vendre, auraient existé et que
jusqu'à ce jour. Il montre qu'il va plutôt, soit à titre personnel, comme il l'a fait en Suisse, à Monaco, en Israël, soit au travers du groupe Iliad, en allant potentiellement en Italie. On est plutôt dans une logique de développement que dans une logique d'être cédé. Je pense d'ailleurs qu'on est le seul opérateur en France qui n'ait pas fait l'objet soit de rumeurs, soit de mise en œuvre d'une cession ou d'une perspective de cession. Sur la qualité de service, moi j'ai envie de rentrer quand même un tout petit peu plus dans le détail, parce qu'on a l'impression parfois qu'il y a un problème majeur de qualité de service chez Free. Quand on regarde cette étude de l'ARCEP, qui est une étude qui a lieu tous les ans, qui est une étude récurrente et qui est utile, on voit d'abord que sur la voix et sur le SMS, les 4 opérateurs sont à un très haut niveau de qualité et que Free est à un très haut niveau de qualité. Ça me paraît un élément important parce qu'on a tendance à tout globaliser et la notion de 4e sur 4 opérateurs, si tout le monde est bon, c'est pas non plus un problème. Enfin, il y a 18 millions d'abonnés à Free, dont 12 millions sur le mobile. J'ai personnellement un abonnement Free Mobile et rien d'autre. Je n'ai pas l'impression, quand j'appelle quelqu'un, que j'ai des problèmes. Encore heureux. Voilà. Et donc ça fait simplement le lien, parce que vous avez quand même un peu raison sur un point, c'est que je ne suis pas complètement hypocrite quand même. Prenez en compte quand même le fait qu'on est un opérateur qui existe, qui a eu sa licence en fin 2009, début 2010, donc qui a pu déployer depuis 6 ans maintenant, là où nos camarades ont commencé il y a 20 ans. Donc on a forcément un peu moins d'antennes, on a beaucoup moins de fréquences. Vous l'avez mentionné, on n'a pas eu de fréquence 800 MHz, et c'est quand même un élément très important pour pénétrer les bâtiments. Et néanmoins, on a un niveau de qualité qui est très élevé sur la voix, le SMS, et globalement la navigation web, en particulier en 4G. Et on a sur la vidéo en mobilité, qui est quand même un usage, je ne dis pas qu'il est négligeable, mais qui n'est pas l'usage majoritaire, une qualité qui est effectivement moins bonne. Je fais juste un petit incident, c'est que toutes ces mesures sont faites sans tenir compte du Wi-Fi, alors que nos abonnés ont accès aux 6 millions de box comme hotspot Wi-Fi, et que vous savez que la vidéo, que vous regardez quand même plus souvent à domicile sur votre mobile qu'en marchant dans la rue, quand vous avez l'offload Wi-Fi, je pense que le résultat serait bien différent. Néanmoins, on investit, on a acheté les fréquences 700 MHz, on a obtenu des fréquences 1800 MHz dans le cadre du refarming qu'on est en train de déployer aussi vite qu'on peut, et notre niveau de qualité augmente d'étude en étude. Donc on a toujours l'objectif, bien sûr, d'atteindre un jour la première place, mais soyez bien conscients du fait qu'on fait tout pour accélérer le déploiement. Je ne sais pas si j'ai oublié des questions. Y a-t-il des réponses qui n'ont pas été données, mesdames et messieurs les parlementaires, aux interrogations? Je pense que le rapprochement, je pense que le vrai facteur potentiel qui nécessite ou qui pourra imposer une consolidation, c'est la fibre. C'est que le FTTH est un projet tellement lourd en termes d'investissement, en termes d'exécution, en termes d'importance pour le pays, que ce n'est pas complètement évident que 4 opérateurs, quelle que soit leur qualité, leur volonté, soient à même d'être présents durablement. Ça fait le lien avec le cadre réglementaire, etc. Donc le cadre peut évoluer pour rendre la partie un peu moins difficile pour les alternatifs, mais on a quand même, nous, opérateurs alternatifs au sens large, donc je mets dedans Bouygues Télécom, Iliad, et même si SFR a un réseau câblé qui lui le met en position un peu différente, un vrai sujet de ce côté-là. Je pense que la consolidation, elle peut être utile à un moment, parce que la fibre, sinon, balayera tout, y compris les opérateurs alternatifs. Donc, entre consolider et mourir, il y a un moment qui n'est pas aujourd'hui, mais la DSL vendue pas cher, je pense que ça intéresse les Français peut-être encore un peu aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, ils voudront savoir s'ils ont 400 mégabits ou 1 gigabit. Et celui qui dira « je te fais la DSL à 19,99 », je pense qu'il n'ira pas très loin. Donc, il faut déployer la fibre. La consolidation aurait sûrement permis d'aller plus vite, de manière plus efficace, dans le déploiement de la fibre. Et nous concernant, ça aurait permis, comme je vous le disais, d'être autonome plus rapidement en termes de réseau mobile.
Maintenant, il n'y a pas de drame. Comme je vous le disais aussi par ailleurs, je crois que les 4 opérateurs sont en solide santé financière et peuvent continuer à la fois à gérer la concurrence sur le fixe et sur le mobile et à déployer leur réseau. Concernant le Brexit, votre analyse sur les conséquences sur le monde des télécoms européens? Pour nous, on a la chance d'être sur un marché avec un bien qui n'est vraiment pas substituable. Je pense que voilà, on peut passer d'un opérateur à l'autre, mais se priver d'Internet ou de mobile paraît quelque chose de compliqué. On est déjà en France, on l'a évoqué, sur des prix qui sont très peu élevés. On n'a pas de commerce véritable avec la Grande-Bretagne, donc on n'est pas affecté par le change. Donc en première analyse, j'aurais tendance à vous dire que, en tant qu'entreprise, ça n'a pas d'impact majeur. Bien, mais oui, madame. Si je mets le micro, ce serait mieux. Concernant le service relations clients, sur la numérisation, oui, évidemment, évolution fondamentale des usages et des modes de conversation, entre guillemets, avec son opérateur. Et comment est-ce que vous abordez la question des gens qui sont non numérisés, soit par choix, soit parce qu'ils n'ont pas d'autres choix, pour les personnes âgées, et effectivement, par moment, sur certains secteurs, notamment en milieu peut-être rural ou plus ou moins rural, avec des couvertures parfois qui ne sont pas bonnes, l'absence de structure physique. Comment est-ce que vous voyez cette évolution et en tout cas cette transition avec les personnes qui, par définition, peuvent, par souhait encore, ou parce qu'elles ne peuvent pas être numérisées? Alors, je vous disais, la numérisation progresse, mais le téléphone, en termes de relations abonnées, demeure extrêmement présent. On traite toujours plusieurs millions d'appels par mois et on a des effectifs dans les centres de relations abonnées qui n'ont pas cessé de croître. Alors notre parc d'abonnés aussi, mais on n'est pas sur une mécanique de réduction brutale des effectifs et d'une relation abonnée qui passerait directement sur le net. Donc ce premier je dirais, niveau de contact qui est le téléphone, il demeure et il demeurera longtemps. On a développé une deuxième modalité qui s'adresse notamment aux personnes que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle nos techniciens itinérants. Donc on a près de 1500 techniciens salariés de Free qui interviennent chez nos abonnés gratuitement, c'est une intervention qui n'est pas facturée, quand on n'arrive pas à régler un problème, on va dire en moyenne en 2 coups de téléphone. Donc ça peut être une installation à l'abonnement, ça peut être un problème technique, ça peut être un problème, parfois on va au-delà de ce qui relève de nous, de paramétrage du PC ou d'autres choses. Et puis il y a les boutiques. Il y a 5 ans, on n'en avait pas du tout. Aujourd'hui, on en a une soixantaine. Pour 80-90% de la population, il y a une boutique à une trentaine de kilomètres. Vous me direz, ça fait un peu loin, c'est pas assez. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui nous permet de traiter et de réassurer une population qui a besoin de boutiques. Même si en pratique, vous le savez, on ne fait pas grand-chose en boutique. C'est plus de rassurer parce qu'on a ni nous ni nos concurrents n'avons les pièces détachées. Il y a beaucoup d'opérations que vous ne pouvez pas faire en boutique. Mais parler à quelqu'un, savoir qu'il est disponible sur le terrain, ça a une valeur. Donc c'est dans ce cadre-là, vous l'évoquiez, que dans le cadre d'une consolidation, il n'était pas exclu qu'on ait un réseau de boutiques dont l'importance augmente un peu. Et peut-être d'ailleurs que la présence physique est plus importante dans un marché mature, comme est en train de le devenir le marché français, que sur un marché en pleine croissance où il y a tellement de croissance tous les ans que quelque part vous pouvez vous priver de ceux qui ont besoin d'un contact physique. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un peu des réorganisations des réseaux. C'est-à-dire que je pense que les opérateurs ont progressivement beaucoup réduit les réseaux tiers pour se concentrer sur leurs boutiques en propre. Et ont changé également, ou sont en train de changer les formats de boutiques pour faire des boutiques plus grandes où l'abonné ou le prospect fait plus de choses lui-même, éventuellement assisté par un conseiller, pour pouvoir éviter l'attente. Parce que souvent, la boutique, ça veut dire l'attente dans son format ancien. Donc, il y a beaucoup de changements dans le commerce, dans la présence physique, dans le self-care, dans ce qu'on fait au téléphone, dans ce qu'on peut automatiser. Et c'est un élément essentiel sur un marché mature, parce que nos abonnés, on veut les conquérir, mais on veut les garder aussi. Donc, je crois que vous avez d'ailleurs pu remarquer que les baromètres de la DGCCRF sur les plaintes
qui a 5-6 ans était une sorte d'habitude récurrente, on n'en parle presque plus parce que les opérateurs, je pense, ont collectivement pas mal amélioré le niveau de qualité sur ce sujet. Merci. Donc, merci à vous. Merci, Monsieur le Directeur. Comme vous avez pu le constater, nous avons traité les opérateurs, tous les opérateurs de façon identique, en leur accordant bien sûr les mêmes temps de parole, en ayant le soin de faire nos commissions les mardis après-midi ou les mercredis matins, là où les parlementaires sont bien présents. Donc, nous avons tous traité à égalité, de façon effectivement à ce que vous ne vous sentiez pas les uns ou les autres surexposés ou sous-exposés par rapport à nos travaux. En tout cas, merci. Nous avons fait le tour donc, des 4 opérateurs. La rentrée, ça sera la mission d'information sur les objets connectés que j'annonçais, donc qui est menée par Madame Erel et par Madame Laure de la Raudière, qui nous rendront leurs travaux au mois d'octobre probablement. En tout cas, nous, naturellement, nous sommes très attentifs au développement de tous les opérateurs, à la couverture du territoire, de surtout le territoire, et nous ne manquerons pas de continuer à être vigilants sur ces problématiques